Rachel Whitmore ferma le portfolio, prête à terminer l'entretien, quand son assistante fit irruption par la porte, le visage vidé de couleur. Vous avez programmé le mauvais candidat. Celui dont vous avez besoin attend dans la salle de conférence juste à côté. L'homme en face d'elle, Ethan Carter, père célibataire, se figea à mi-souffle, agrippant son sac à dos usé comme s'il pouvait l'ancrer à travers l'humiliation. Il se tenait déjà en s'excusant pour quelque chose qui n'était pas sa faute. Rachel aurait pu le laisser partir. Elle aurait pu suivre le protocole. Au lieu de cela, elle se leva de sa chaise, marcha vers lui, plaça sa main sur son épaule, un geste que personne dans le bâtiment ne l'avait jamais vu faire, et dit quelque chose qui laissa tout l'étage stupéfait en silence. Rachel Whitmore avait bâti son empire sur la précision. Chaque réunion commençait à l'heure. Chaque contrat était étanche. Chaque décision était prise sans hésitation. À 36 ans, elle dirigeait Whitmore Group avec le genre d'efficacité froide qui rendait les membres du conseil nerveux et les concurrents respectueux. Elle ne tolérait pas les erreurs. Elle ne s'adonnait pas aux sentiments et elle ne permettait certainement à personne de lui faire perdre son temps. Ce matin-là, elle était assise dans son bureau d'angle au 42e étage, parcourant le CV du prochain candidat. Le poste était pour un gestionnaire des opérations senior, quelqu'un qui pouvait gérer des situations de haute pression et coordonner entre les départements sans scier. Elle avait déjà interviewé 4 personnes cette semaine-là. Aucune d'elles ne l'avait impressionné. Celui-ci, elle l'espérait, serait différent. La porte s'ouvrit, un homme entra, et Rachel leva les yeux du dossier. Il n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Il portait une veste qui avait connu de meilleures années, portait un sac à dos au lieu d'une mallette, et se déplaçait avec la politesse prudente de quelqu'un qui avait appris à ne pas prendre trop de place. Il avait l'air fatigué, mais pas vaincu. Il y avait quelque chose de stable dans la façon dont il se tenait, comme s'il avait survécu à pire et avait continué quand même. Rachel fit un geste vers la chaise en face d'elle. L'homme s'assit, posant son sac à dos sur le sol à côté de lui avec le genre de soin silencieux que les gens utilisent quand ils ne peuvent pas se permettre de remplacer les choses. Elle n'offrit pas de petite conversation, elle ne le fit jamais. « Parlez-moi d'une fois où vous avez géré une crise sous pression », dit Rachel, son ton plat et direct. L'homme cligna des yeux, puis hocha la tête. Sa voix était calme, presque trop calme pour quelqu'un assis en face d'une PDG milliardaire. « Ma fille a eu une crise au supermarché une fois. Elle avait 4 ans. J'avais 20 minutes pour rentrer à la maison, faire le dîner et la coucher à l'heure parce qu'elle avait école le lendemain. Je ne pouvais pas lui crier dessus. Je ne pouvais pas la presser. J'ai juste dû comprendre ce dont elle avait besoin et la rencontrer là où elle était. » Rachel le fixa. Ce n'était pas la réponse qu'elle attendait. Elle avait demandé à propos de la gestion de crise et il lui avait parlé de la parentalité. Elle attendit qu'il se corrige pour pivoter vers quelque chose de plus professionnel. Il ne le fit pas. « Alors, qu'avez-vous fait ?» demanda-t-elle, sa curiosité l'emportant sur son irritation. « Je me suis agenouillé et je lui ai demandé ce qui n'allait pas, » dit-il simplement. Il s'est avéré qu'elle avait peur des portes automatiques. Alors, je l'ai portée par la sortie latérale. Problème résolu. Rachel se pencha en arrière sur sa chaise, l'étudiant. Il n'y avait aucune bravade dans sa réponse, aucune tentative de l'impressionner. Il avait répondu à sa question honnêtement dans ses propres termes, et d'une manière ou d'une autre, cette honnêteté semblait plus solide que tout ce qu'elle avait entendu toute la semaine. Elle lui posa une autre question, puis une autre. Chaque fois, il répondit avec la même sincérité ancrée. Il parla de gérer des emplois du temps, de tenir ses promesses, de rester calme quand tout s'effondrait. Il ne mentionna jamais de stratégie d'entreprise ou de marge de profit. Il parla de sa vie comme si c'était un travail qu'il prenait au sérieux. Quelque chose n'allait pas, mais Rachel ne pouvait pas le situer. Elle jeta un coup d'œil au CV de nouveau, fronçant les sourcils. L'expérience listée ne correspondait pas tout à fait aux réponses qu'il donnait.
Elle était sur le point de lui demander de clarifier quand la porte s'ouvrit sans avertissement. Son assistante, Claire, se tenait dans l'embrasure, le visage pâle et les yeux grands ouverts. Elle avait l'air d'avoir juste réalisé qu'elle avait fait une terrible erreur. Rachel sentit un nœud froid se serrer dans sa poitrine. « Je suis tellement désolé d'interrompre, » dit Claire, sa voix mince et tremblante. « Mais il y a eu une erreur de planification. Le candidat pour le poste de gestionnaire des opérations seniors attend dans la salle de conférence juste à côté. » Ceci, elle jeta un coup d'œil à l'homme, puis de nouveau à Rachel. « C'est M. Carter. Il a postulé pour le rôle de soutien de bureau. L'entretien était supposé être avec les RH, pas avec vous. » La pièce devint silencieuse. Rachel sentit le poids de l'erreur s'installer sur elle comme une couverture de plomb. Elle venait de passer 20 minutes à interviewer la mauvaise personne. L'homme, M. Carter, resta figé sur sa chaise, son visage rougissant. Il baissa les yeux sur ses mains, puis sur son sac à dos, puis de nouveau sur Rachel. Il se leva rapidement, presque renversant la chaise. « Je suis tellement désolé, » dit-il, sa voix serrée par l'embarras. Je n'avais pas réalisé. Je pensais il s'arrêta, secouant la tête. Je devrais y aller. Je suis vraiment désolé pour la confusion. Rachel le regarda rassembler ses affaires, se déplaçant avec la vitesse exercée de quelqu'un qui avait appris à disparaître quand les choses tournaient mal. Il ne discuta pas. Il ne demanda pas d'explication. Il accepta juste l'erreur comme si c'était de sa faute, même si ce n'était clairement pas le cas. Cette acceptation silencieuse la dérangea plus que l'erreur elle-même. Il se tourna vers la porte, le sac à dos jeté sur une épaule, et Rachel vit quelque chose dans sa posture qu'elle reconnut. C'était le même épuisement qu'elle voyait dans son propre reflet certains matins, le genre qui venait de porter trop de choses pendant trop longtemps sans demander d'aide. Il n'était pas en colère. Il était juste fatigué et il partait parce qu'il pensait que c'était ce qu'il était censé faire. Rachel se leva. Elle n'y pensa pas. Elle ne pesa pas l'optique ni ne considéra le protocole. Elle les bougea juste. « Attendez, dit-elle. » M. Carter s'arrêta, sa main sur la poignée de porte. Il se retourna, la confusion clignotante sur son visage. Rachel contourna son bureau, fermant la distance entre eux. Elle ne le toucha pas cette fois, mais elle se tint assez près pour qu'il ne puisse pas simplement s'éloigner. « Vous n'avez rien fait de mal, » dit Rachel, sa voix plus calme que d'habitude. « C'était notre erreur, pas la vôtre. » Il hocha la tête, mais il n'eut pas l'air convaincu. « J'apprécie cela, mais je devrais quand même partir. Je dois aller chercher ma fille à l'école et je suis déjà en retard. Elle a un rendez-vous chez le médecin à midi et j'ai promis que je serai là. » Rachel jeta un coup d'œil à l'horloge au mur. Il était 11h30 du matin. Elle pensa à la façon dont il avait répondu à ses questions, à la façon dont il avait parlé de sa fille avec le même sérieux que la plupart des gens réservaient aux réunions de conseil. Elle pensa à la stabilité dans sa voix, l'absence d'excuses, la façon dont il était resté calme, même quand tout autour de lui avait mal tourné. Elle prit une décision. « Et si je vous disais qu'il y a un poste qui pourrait en fait vous convenir mieux? » dit Rachel. « Pas celui pour lequel vous avez postulé. Quelque chose de différent. » M. Carter la regarda comme si elle venait de parler une langue qu'il ne comprenait pas. « Je ne suis pas. Vous êtes venu ici chercher un travail stable, » dit Rachel. « Je vous offre une chance de prouver que vous pouvez le gérer. Une période d'essai, coordination de bureau, planification logistique, s'assurer que les choses fonctionnent bien quand tout le monde panique. Ce n'est pas glamour, mais c'est un vrai travail et ça paye mieux que ce pourquoi vous avez postulé. » Il la fixa et pour un instant, Rachel pensa qu'il pourrait refuser. Mais ensuite, il jeta un coup d'œil à son sac à dos, à la sangle usée qu'il avait serrée si fort, et quelque chose dans son expression s'adoucit. « Pourquoi feriez-vous cela? » demanda-t-il. « Vous ne me connaissez pas. » Rachel rencontra son regard et ne détourna pas les yeux. « Je viens de passer 20 minutes à vous regarder gérer la pression sans ciller. C'est plus que ce que je peux dire pour la moitié des personnes que j'ai embauchées l'année dernière.
M. Carter resta là, pesant ses mots. Finalement, il hocha la tête. « Quand est-ce que je commence? Lundi, » dit Rachel. « 9 heures. Ne soyez pas en retard. » Il sourit presque. C'était une petite chose, incertaine, mais elle était là. Je ne le serais pas. Il partit, et Rachel resta seule dans son bureau, fixant la porte par laquelle il venait de passer. Elle ne savait pas si elle venait de prendre la décision la plus intelligente de sa carrière ou la plus téméraire. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne se souciait pas de la réponse. Elle avait fait quelque chose qui semblait juste, et c'était suffisant. Le lundi matin arriva avec le genre de tension qui suit une décision prise trop rapidement. Rachel était assise dans son bureau à consulter ses emails, mais son esprit continuait à dériver vers le choix qu'elle avait fait vendredi. Elle avait embauché quelqu'un qu'elle connaissait à peine, contournant chaque protocole que son entreprise avait en place. Elle l'avait fait par instinct, et l'instinct n'était pas quelque chose en quoi Rachel Whitmore faisait facilement confiance. À 8h45, les murmures avaient déjà commencé. Claire avait mentionné la nouvelle embauche à quelqu'un des RE, qu'il avait mentionné à quelqu'un de la comptabilité. Et maintenant, tout l'étage savait que la PDG avait personnellement interviewé et embauché un homme qui était entré dans la mauvaise pièce. L'histoire s'était répandue vite, se tordant légèrement à chaque nouveau récit. Certaines versions faisaient que ça ressemblait à du népotisme. D'autres faisaient que ça ressemblait à de la désespoir. Aucune d'elles ne faisait bonne figure à Rachel. Ethan Carter arriva à 8h58. Rachel le vit sortir de l'ascenseur, portant toujours le même sac à dos usé, se déplaçant toujours avec le même soin tranquille. Il regarda autour du bureau comme s'il essayait de ne pas attirer l'attention sur lui, ce qui ne fit qu'augmenter le nombre de personnes qui le fixaient. Claire le dirigea vers un bureau près du centre de coordination principal, un espace habituellement réservé au personnel junior qui s'occupait de la planification et de la logistique. Il posa son sac à dos, sortit un cahier et s'assit sans cérémonie. Rachel regardait depuis l'embrasure de son bureau. Elle pouvait voir les regards, les sourcils levés, les conversations discrètes se déroulant juste hors de portée. Elle savait ce qu'il pensait. Il se demandait comment quelqu'un comme lui avait atterri ici, assis à un bureau qu'il n'avait pas gagné par les canaux habituels. Il se demandait si Rachel avait perdu son avantage. Elle retourna à son bureau et ferma la porte. Elle avait pris sa décision. Maintenant, elle verrait si elle tenait. Le premier jour se passa sans incident. Ethan garda la tête baissée, posa des questions quand il en avait besoin et ne dérangea personne. Il n'essaya pas de faire ses preuves. Il travailla juste. Le mercredi, il avait appris le logiciel de planification, réorganisé le placard de fourniture et réparé un problème récurrent avec le système de réservation des salles de conférence qui avait agacé les gens pendant des mois. Il le fit sans demander de crédit. Il le fit juste parce que c'était nécessaire. Mais les murmures ne s'arrêtèrent pas. Au contraire, ils devinrent plus forts. Rachel entendit 2 jeunes managers parler dans la salle de pause le jeudi après-midi. Elle était allée remplir son café et se retrouva debout juste devant la porte, écoutant une conversation qu'elle n'était pas censée entendre. Je dis juste que c'est bizarre. L'un d'eux a dit que son nom était Greg et qu'il travaillait dans les opérations. Elle interviewe le mauvais gars et puis l'embauche quand même. Ce n'est pas comme ça que cet endroit fonctionne. Peut-être qu'il connaît quelqu'un. L'autre a dit que son nom était Jessica et qu'elle s'occupait des relations clients. Peut-être qu'il a une connexion que nous ne connaissons pas. Ou peut-être qu'elle a juste eu pitié de lui, a dit Greg. Père célibataire, luttant pour joindre les 2 bouts. Tire sur les cordes sensibles, non? Rachel sentit sa mâchoire se serrer. Elle entra dans la salle de pause et les 2 se figèrent. Elle ne dit rien. Elle versa juste son café, rencontra leurs yeux et sortit. Le silence derrière elle était plus fort que tout ce qu'ils auraient pu dire. Le vendredi matin apporta le vrai test. Rachel était en réunion quand cela arriva, donc elle ne le vit pas se dérouler en temps réel. Elle n'en entendit parler qu'après de 3 personnes différentes, chacune avec sa propre version de l'histoire. Mais le cœur en était le même. Un client majeur, le chef d'une entreprise de logistique valant des centaines de millions de dollars,
était arrivé 30 minutes en avance pour une réunion de 14 heures. Le bureau de réception n'avait pas été notifié. La salle de conférence était toujours occupée. L'assistant qui s'occupait habituellement des arrivées VIP était malade. Et le client, un homme nommé Robert Brennan, qui ne tolérait pas l'incompétence, se tenait dans le hall, l'air irrité et prêt à partir. Ethan était à son bureau, travaillant sur un arriéré de demandes de planification quand il remarqua l'agitation. Il vit la réceptionniste paniquée, vit l'homme au costume coûteux vérifier sa montre, et il se leva. Il ne demanda pas la permission, il marcha juste vers. « Monsieur Brennan, » dit Ethan, sa voix calme et égale. « Je suis Ethan Carter, coordination de bureau. Je m'excuse pour la confusion. Votre réunion était prévue pour 2, mais je peux voir que vous êtes ici en avance. Laissez-moi vous installer dans un salon privé pendant que nous finissons de préparer la salle de conférence. » Robert Brennan le regarda, pesant clairement s'il devait être agacé ou impressionné. « Je n'aime pas attendre, » dit-il. « Compris, » répondit Ethan. « Donnez-moi 5 minutes. Je m'assurerai que tout est prêt et je vous accompagnerai personnellement à la salle quand ce sera le moment. » Brennan considéra cela puis hocha la tête. Ethan le conduisit à une zone plus calme, offrit du café et disparut. Dans les 5 minutes suivantes, il dégagea la salle de conférence, alerta l'équipe de Rachel, arrangea des rafraîchissements et revint pour escorter Brennan exactement quand il avait dit qu'il le ferait. La réunion se passa bien. Brennan partit satisfait et Ethan retourna à son bureau comme si rien ne s'était passé. Rachel l'apprit 1 heure plus tard. Elle appela Ethan dans son bureau et il entra l'air vaguement préoccupé, comme s'il pensait qu'il pourrait avoir des ennuis. Elle lui fit signe de s'asseoir. « J'ai entendu ce que vous avez fait cet après-midi, » Rachel dit. Ethan hocha la tête. « J'espère que c'était en ordre. Je sais que j'aurais probablement dû demander à quelqu'un d'abord, mais il n'y avait pas le temps. Vous l'avez géré parfaitement, » Rachel dit. Brennan n'est pas un homme facile à gérer. La plupart des gens auraient paniqué. Ethan haussa les épaules. « J'ai géré pire. Ma fille s'est 1 fois enfermée dans la salle de bain 10 minutes avant que nous devions partir pour sa pièce de théâtre scolaire. J'ai dû lui expliquer comment déverrouiller la porte tout en emballant des collations et en trouvant son costume. C'était plus facile. » Rachel sourit presque. Elle ne le fit pas, mais l'impulsion était là. « Vous faites du bon travail, » dit-elle. « Continuez comme ça. » Vincent se leva, hocha la tête et partit. Rachel le regarda partir, ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un soulagement. Elle avait pris la bonne décision, mais le soulagement ne dura pas. Le mardi suivant, tout s'effondra. La fille d'Ethan, Lily, tomba malade à l'école. La maîtresse l'appela à 11h du matin et Ethan prit l'appel à son bureau. Rachel vit son visage changer, vit l'inquiétude se resserrer autour de ses yeux. Il raccrocha et marcha vers Claire. « Je dois partir tôt aujourd'hui, » dit-il doucement. « Ma fille a de la fièvre et l'école a besoin que je la prenne. » Claire jeta un coup d'œil vers le bureau de Rachel, puis de nouveau vers Ethan. « Je les informerai, » dit-elle. Ethan partit en moins de 10 minutes. Il ne fit pas de scène. Il attrapa juste son sac à dos et partit. Mais le mal était fait. Au moment où Rachel revint d'un appel client cet après-midi-là, les murmures avaient recommencé. « Il n'est là que depuis 2 semaines et il part déjà tôt. Ça doit être sympa d'avoir un traitement spécial. J'ai dû travailler pendant la grippe de mon enfant le mois dernier. Personne ne m'a laissé partir tôt. » Rachel entendit les commentaires de seconde main transmis par Claire, qui semblait mal à l'aise de les délivrer. Rachel ne répondit pas. Elle retourna juste à son bureau et ferma la porte. Elle se dit que ce n'était pas son problème. Ethan avait le droit de s'occuper de sa fille. N'importe qui avec un brin de décence comprendrait cela. Mais la décence, apprenait-elle, n'était pas quelque chose que les gens étendaient facilement, surtout pas dans un lieu de travail bâti sur la compétition et des attentes rigides. Jeudi après-midi, Ethan arriva en retard. Pas de beaucoup, peut-être 15 minutes, mais assez pour que les gens le remarquent.
Il alla directement à son bureau, posa son sac à dos et commença à travailler sans explication. Rachel le vit à travers le mur de verre de son bureau. Il avait l'air épuisé, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Elle apprit plus tard que Lily avait été éveillée la plupart de la nuit à tousser. Il l'avait emmenée chez le médecin ce matin-là, attendu 2 heures pour un rendez-vous, puis avait conduit directement au bureau. Il n'avait pas appelé pour dire qu'il était malade. Il n'avait pas demandé de sympathie. Il s'était juste présenté et avait fait son travail. Mais ce n'était pas l'histoire que les gens racontaient. L'histoire que les gens racontaient était que le nouveau gars, celui qui avait été embauché sans passer par les canaux appropriés, se relâchait déjà. Le vendredi matin, la tension était assez épaisse pour s'étouffer. Rachel était en réunion quand cela arriva. Elle ne le vit pas se dérouler, mais elle en entendit parler immédiatement après. Ethan avait été appelé dans une petite salle de réunion par son superviseur direct, un homme nommé Tom Willis, qui dirigeait le département de coordination. Tom n'était pas cruel, mais il était un maniaque des règles, et il n'aimait pas les exceptions. Quand Rachel l'apprit, elle marcha directement vers la salle de réunion. Elle ne frappa pas. Elle ouvrit juste la porte et entra. Tom leva les yeux, surpris. Ethan était assis en face de lui. Son expression soigneusement vide, ses mains pliées sur ses genoux. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Rachel, sa voix froide et acérée. Tom s'éclaircit la gorge, juste un contrôle de performance, s'assurer que M. Carter comprend les attentes. Rachel regarda Ethan, puis de nouveau Tom. Et quelles sont ses attentes? Tom se déplaça sur sa chaise. Ponctualité, constance. Nous avons besoin de gens qui peuvent s'engager sur l'emploi du temps complet. Rachel sentit quelque chose de froid et de dur s'installer dans sa poitrine. Elle se tourna vers Ethan. « Sortez un instant. » Ethan se leva et partit sans un mot. Rachel attendit que la porte se ferme, puis se retourna vers Tom. « Il est ici depuis 2 semaines, dit-elle. Pendant ce temps, il a résolu des problèmes que personne d'autre n'a pris la peine de réparer, géré une situation avec l'un de nos clients les plus difficiles, et s'est présenté chaque jour malgré des responsabilités que la plupart d'entre nous ne peuvent même pas imaginer. Et vous remettez en question son engagement? » Tom parut mal à l'aise. « Je fais juste mon travail. Votre travail est de gérer les gens, pas de les punir d'être humains. » Rachel dit, « Si vous avez un problème avec la façon dont je gère cette entreprise, vous pouvez l'aborder avec moi directement. Mais ne vous en prenez pas à quelqu'un qui fait exactement ce pourquoi je l'ai embauché. » Elle n'attendit pas de réponse. Elle sortit, trouva Ethan debout dans le couloir et lui fit signe de la suivre. Ils retournèrent à son bureau en silence. Elle ferma la porte derrière eux et se tourna pour lui faire face. « Je suis désolé que cela soit arrivé, » Rachel dit. Ethan secoua la tête. « C'était bon. Je comprends. Je ne m'intègre pas ici. » « Ce n'est pas vrai, » Rachel dit. « Vous vous intégrez mieux que la plupart des gens de cet étage. Le problème est qu'ils ne savent pas comment gérer quelqu'un qui ne joue pas selon les règles habituelles. » Ethan la regarda et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, elle vit quelque chose proche de la frustration dans ses yeux. « Je n'essaie pas de briser des règles. J'essaie juste de prendre soin de mon enfant et de faire mon travail. Mais j'ai l'impression que je dois choisir l'un ou l'autre. » Rachel sentit le poids de ces mots s'installer sur elle. Elle pensa à toutes les fois où elle avait exigé que les gens choisissent qu'ils sacrifient leur vie personnelle au nom de l'efficacité et du profit. Elle avait bâti sa carrière sur cette croyance. Et maintenant, debout devant quelqu'un qui refusait de faire ce choix, elle réalisa à quel point cela sonnait creux. « Vous ne devriez pas avoir à choisir, » dit Rachel doucement, « et je vais m'assurer que vous n'ayez pas à le faire. » Rachel n'appela pas de réunion, elle n'envoya pas d'email, elle marcha directement vers le département de coordination où la plupart des collègues d'Ethan étaient rassemblés autour de leur bureau, terminant le travail de la journée. La pièce devint silencieuse au moment où elle entra. Les gens se redressèrent sur leurs chaises, fermèrent leurs ordinateurs portables, se tournèrent pour lui faire face. Rachel Whitmore ne visitait pas souvent les étages inférieurs.
Et quand elle le faisait, cela signifiait généralement que quelque chose avait mal tourné. Elle se tint au centre de la pièce et laissa le silence s'installer. Puis elle parla, sa voix calme mais assez ferme pour porter du poids. « Je veux aborder quelque chose qui a circulé dans ce bureau, » dit Rachel. « Il y a eu des discussions à propos d'Ethan Carter, à propos de comment il a été embauché, à propos de savoir s'il mérite d'être ici. Je vais régler ça tout de suite. » Elle vit quelques personnes échanger des regards. Tom Willis se tenait près du fond, les bras croisés, l'air mal à l'aise. Rachel ne le regarda pas. Elle garda son regard fixe, balayant la pièce. « Ethan Carter n'a pas été embauché parce que j'ai eu pitié de lui, » continua Rachel. « Il a été embauché parce que j'ai vu en lui quelque chose dont cette entreprise a besoin davantage. Du sang-froid sous pression. La capacité de résoudre les problèmes sans les aggraver. Et l'intégrité de se présenter et de faire le travail même quand les circonstances sont difficiles. » Elle laissa cela reposer un instant, puis continua. « J'ai fait une erreur quand je l'ai interviewé. Cette partie est vraie, mais l'erreur n'était pas de l'embaucher. L'erreur était de supposer que tout le monde dans cette entreprise reconnaîtrait la compétence quand il la verrait, au lieu de chercher des raisons de la discréditer. La pièce était silencieuse. Personne ne parla. Rachel pouvait voir l'inconfort sur certains de leurs visages, la défensive sur d'autres. Elle n'adoucit pas son ton. Ethan a une fille. Il l'élève seul. Cela signifie que parfois il doit partir tôt. Parfois il doit arriver en retard. Et si l'un d'entre vous pense que cela le rend moins engagé dans son travail, alors vous ne faites pas attention. Parce que pendant le temps qu'il a été ici, il a fait plus pour améliorer la façon dont ce département fonctionne que la plupart d'entre vous n'ont fait en des mois. » Tom déplaça son poids, l'air de vouloir dire quelque chose, mais y repensa. Rachel tourna son attention vers lui directement. « Et si quelqu'un a un problème avec la façon dont je gère cette entreprise, vous êtes les bienvenus pour me l'apporter, mais ne punissez pas quelqu'un pour faire son travail juste parce que vous n'aimez pas comment il est arrivé ici. » Elle laissa les mots en suspens dans l'air, puis se tourna et sortit. Elle n'attendit pas de réponse, elle n'en avait pas besoin. Elle avait dit ce qui devait être dit, et maintenant c'était à eux de décider quoi en faire. Quand Rachel revint à son bureau, elle trouva Ethan debout devant sa porte, attendant. Il avait l'air incertain, comme s'il n'était pas sûr s'il devait toujours être là ou s'il aurait déjà dû partir. Elle lui fit signe d'entrer. Ils s'assirent et Rachel se pencha en arrière sur sa chaise, le regardant. Il avait l'air fatigué, mais il y avait autre chose dans son expression maintenant. Pas de la gratitude exactement, plus comme un soulagement prudent. « Vous n'aviez pas à faire ça, » dit Ethan doucement. « Oui, je l'ai fait, » répondit Rachel. « Je vous ai embauché. Cela signifie que je maintiens la décision. Si les gens ont un problème avec ça, ils peuvent en parler avec moi. » Ethan baissa les yeux sur ses mains, puis de nouveau sur elle. « Je ne veux pas être un fardeau. »« Vous ne l'êtes pas, » dit Rachel, « mais j'ai besoin de m'assurer que vous avez ce qu'il vous faut pour réussir ici. Alors, soyons clairs sur les attentes. Vous êtes dans un rôle de coordination. Cela signifie que votre travail est de faire en sorte que les choses fonctionnent bien, de gérer la logistique et de résoudre les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent. Vous avez déjà prouvé que vous pouvez le faire. » Elle ouvrit un dossier sur son bureau et glissa un document vers lui. C'était une offre formelle décrivant sa position, son salaire et son emploi du temps. Le salaire était plus élevé que ce pour quoi il avait initialement postulé. L'emploi du temps comprenait une flexibilité pour les urgences, avec l'entente qu'il rattraperait le temps si nécessaire. « C'est l'offre officielle, » dit Rachel. « Ce n'est pas une faveur, ce n'est pas de la charité. C'est le travail que vous avez fait avec les conditions qui ont du sens pour nous deux. Si vous le voulez, il est à vous. » Ethan prit le document et le lut. Ses mains étaient fermes, mais Rachel pouvait voir la tension dans ses épaules, la façon dont il se tenait par la force de sa volonté. Quand il eut fini de lire, il posa le papier et la regarda. « Je le prends, » dit-il.
et je ferai en sorte que vous ne le regrettiez pas. Rachel hocha la tête. Je ne le regrette pas maintenant. Continuez juste à faire ce que vous avez fait. Ethan se leva, lui serra la main et partit. Rachel le regarda partir, sentant quelque chose se déplacer en elle. Elle avait bâti sa carrière sur le fait d'être intouchable, sur la prise de décision sans émotion, sur le fait de garder les gens à distance. Mais prendre la défense d'Ethan n'avait pas semblé être une faiblesse. Cela avait semblé être la première chose honnête qu'elle avait faite depuis des années. Au cours des semaines suivantes, la tension dans le bureau commença à s'apaiser. Les gens arrêtèrent de murmurer à propos d'Ethan et commencèrent à travailler avec lui. Il fit ses preuves non pas par de grands gestes, mais par la constance. Il se présenta. Il résolut des problèmes. Il tint ses promesses. Et lentement, le scepticisme se transforma en respect. Un après-midi, une femme nommée Sarah de l'équipe des services clients s'approcha du bureau d'Ethan avec un conflit d'horaires qu'elle ne pouvait pas résoudre. Elle avait essayé de coordonner une réunion entre 3 dirigeants dans différents fuseaux horaires et chaque option qu'elle trouvait créait un problème ailleurs. Ethan écouta, posa quelques questions, puis ouvrit le logiciel de planification. En 10 minutes, il avait trouvé une solution qui fonctionnait pour tout le monde. Sarah le remercia et en s'éloignant, elle se retourna. « Je suis désolée de vous avoir douté, » dit-elle. Ethan leva les yeux surpris. « Vous n'avez pas besoin de vous excuser. »« Oui, je le dois, » Sarah dit. « Je pensais que vous étiez arrivé ici à cause d'un arrangement secret, mais vous êtes juste bon dans votre travail, alors désolé. » Ethan hocha la tête. « Merci d'avoir dit ça. » C'était un petit moment, mais ce n'était pas le seul. Au cours des jours suivants, de plus en plus de gens commencèrent à venir voir Ethan avec des problèmes qu'ils ne pouvaient pas résoudre seuls. Il devint la personne vers laquelle il se tournait quand les choses tournaient mal. Pas parce qu'il avait de l'autorité, mais parce qu'il avait gagné leur confiance. Rachel remarqua le changement. Elle vit la façon dont les gens interagissaient avec Ethan maintenant. La façon dont il l'incluait dans les conversations, demandait son avis, le traitait comme s'il appartenait. Et elle vit la façon dont il le géra avec la même compétence tranquille qu'il avait montrée depuis le début. Il ne se vanta pas. Il ne demanda pas de reconnaissance. Il continua juste à travailler. Mais Rachel remarqua aussi autre chose. Elle remarqua la façon dont elle avait commencé à s'adoucir. Elle se surprit à sourire plus souvent. Elle arrêta de regarder sa montre pendant les réunions, arrêta de se précipiter dans les conversations, arrêta de traiter chaque interaction comme une transaction. Elle ne savait pas quand cela avait commencé, mais quelque part en chemin, elle avait cessé d'être si froide. Un soir, alors qu'elle quittait le bureau, elle vit Ethan dans le hall, attendant près de l'ascenseur. Il avait son sac à dos jeté sur une épaule et il vérifiait son téléphone. Rachel s'approcha. « Vous partez ?» demanda-t-elle. Ethan leva les yeux et hocha la tête. « Oui, je vais chercher Lily chez son amie. » Rachel hésita puis parla. « Comment va-t-elle? Je sais qu'elle a été malade il y a quelques semaines. »« Elle va bien maintenant, » Ethan dit, de retour à elle-même. « Merci d'avoir demandé. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et ils entrèrent tous les deux. La descente fut silencieuse, mais ce n'était pas inconfortable. Quand ils atteignirent le rez-de-chaussée, Ethan se tourna vers elle. « Je sais que je l'ai déjà dit, mais j'apprécie vraiment ce que vous avez fait. » Il dit, « Pas seulement le travail, la façon dont vous m'avez défendu, cela a beaucoup compté. » Rachel hocha la tête. « Vous l'avez mérité. » Ils sortirent du bâtiment ensemble, et Rachel vit une petite fille attendre près du trottoir, sa main tenue par une femme qui ressemblait à une voisine. La fille avait des cheveux foncés tirés en queue de cheval, et elle portait une veste rose vif. Quand elle vit Ethan, son visage s'illumina. « Papa !» appela-t-elle, courant vers lui. Ethan la rattrapa dans une étreinte, la soulevant du sol un instant avant de la reposer. Il remercia la voisine, puis se retourna vers Rachel. Lily la regarda avec de grands yeux curieux. « Lily, c'est Mademoiselle Whitmore, » dit Ethan. «
C'est ma patronne. Lily se redressa, soudain sérieuse, et tendit sa main. Bonsoir, madame. Rachel cligna des yeux, prise au dépourvu par la formalité. Elle serra la main de la fille, sentant quelque chose de chaud et inattendu s'installer dans sa poitrine. Bonsoir, Lily. Enchanté de vous rencontrer. Lily sourit, puis se tourna vers son père. On peut prendre une glace en rentrant. Ethan rit. Nous verrons. Ils se dirent au revoir, et Rachel les regarda s'éloigner, la main d'Ethan reposant doucement sur l'épaule de sa fille. Lily bavardant à propos de quelque chose qui s'était passé à l'école. Rachel resta là un instant, seule sur le trottoir, et sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Elle se sentit plus légère, moins accablée, moins seule. Elle pensa à la façon dont elle avait bâti sa vie, le mur qu'elle avait construit pour tenir les gens à l'écart, la croyance que le succès signifiait ne jamais avoir besoin de personne. Et elle pensa à Ethan, qui était entré dans son bureau par erreur et lui avait montré quelque chose qu'elle avait oublié. Cette force n'était pas d'être intouchable. C'était de se présenter même quand les choses étaient difficiles. C'était de prendre soin des gens qui comptaient. C'était d'être humain. Rachel se retourna et marcha vers sa voiture. Elle n'avait pas toutes les réponses. Elle ne savait pas comment réparer tout ce qui était cassé dans sa vie. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle avançait dans la bonne direction. Les semaines qui suivirent furent plus calmes. Ethan s'installa dans son rôle et le bureau s'installa autour de lui. Il y avait toujours des défis, toujours des moments de tension, mais ils étaient gérables. Les gens apprirent à s'adapter. Ils apprirent que la flexibilité n'était pas la même chose que la faiblesse. Ils apprirent que traiter les gens avec dignité rendait le travail meilleur, pas pire. Rachel se retrouva à penser aux mots d'Ethan plus souvent qu'elle ne l'avait espéré. Il lui avait dit une fois qu'il ne travaillait pas seulement pour lui-même, il travaillait pour sa fille, pour la vie qu'il voulait lui donner, pour l'exemple qu'il voulait donner. Et Rachel réalisa qu'elle avait travaillé pour rien d'autre qu'elle-même pendant trop longtemps. Elle avait bâti un empire, mais elle l'avait bâti seule, et la solitude avait commencé à la vider. Elle ne changea pas tout du jour au lendemain. Elle ne devint pas soudainement chaleureuse et abordable, mais elle commença à faire de petits ajustements. Elle arrêta d'exiger que les gens sacrifient leur vie personnelle pour le bien de l'entreprise. Elle commença à écouter davantage, à juger moins. Elle commença à croire que les gens pouvaient être bons dans leur travail sans être parfaits. Et lentement, la culture de l'entreprise commença à changer, non pas à cause d'un changement de politique ou d'une nouvelle initiative, mais parce que la personne au sommet avait décidé d'être un peu plus humaine. Et les gens répondirent à cela. Ils travaillèrent plus dur, non par peur, mais par respect. Ils restèrent plus longtemps, non parce qu'ils le devaient, mais parce qu'ils le voulaient. Un vendredi après-midi, Rachel traversa le bureau et vit quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Les gens riaient. Pas le rire poli et performatif d'un exercice de team building corporatif, mais un vrai rire authentique. Quelqu'un avait apporté des beignets. Quelqu'un d'autre avait mis de la musique. Le travail était toujours fait, mais l'atmosphère avait changé. Cela semblait plus léger. Cela semblait que les gens voulaient réellement être là. Rachel se tint dans l'embrasure de son bureau et regarda. Elle ne se joignit pas. Ce n'était pas qui elle était, mais elle ressentit quelque chose proche de la satisfaction. Elle avait fait le bon choix, et pour la première fois depuis longtemps, elle en était fière. Ce soir-là, alors qu'elle était assise seule dans son bureau à revoir les rapports de la semaine, elle pensa à l'homme qui était entré dans le mauvais entretien et avait tout changé. Elle pensa à la gentillesse qu'il avait montrée, la patience, la force tranquille, et elle pensa à la fille qui apprenait ces mêmes leçons de lui, qui grandirait en sachant ce que cela signifiait d'être décente et responsable et gentille. Rachel ne croyait pas au destin. Elle ne croyait pas aux signes. Mais elle croyait aux gens et elle croyait que parfois les meilleures décisions étaient celles qui n'avaient pas de sang sur le papier. Celles qui exigeaient de faire confiance à ses instants, de prendre un risque, de parier sur quelqu'un qui ne s'était pas encore prouvé.
Elle avait pris ce risque et cela avait payé. Pas en marge de profit ou en rendement trimestriel, mais en quelque chose de plus précieux, en confiance, en respect, dans la connaissance qu'elle avait fait quelque chose de bien. Rachel ferma son ordinateur portable, se leva et marcha vers la fenêtre. La ville s'étendait sous elle, scintillant dans la lumière déclinante. Elle avait passé des années à la regarder, se sentant séparée, intouchable, seule. Mais ce soir, elle se sentait connectée. Elle se sentait comme si elle faisait partie de quelque chose de plus grand qu'elle-même. Et cela, elle réalisa, était